Focus sur matin sur la crise qui touche la filière automobile. Au mois de novembre, Michelin a annoncé la fermeture de 2 de ses usines à Vannes et à Cholet d'ici 2026. Au total, plus de 1200 salariés voient leur emploi menacé par cette décision. Les sénateurs ont auditionné ce matin le patron de l'entreprise pour comprendre ce qui se joue actuellement. Regardez. Chers collègues, je vous propose de commencer notre réunion, même si un certain nombre de nos collègues vont nous rejoindre, puisque nous avons la chance et le plaisir d'accueillir Monsieur Florent Menegaux, qui est donc le président du groupe Michelin, et que je suis convaincu que vous aurez énormément de questions à lui poser. Afin de perdre le moins de temps possible, nous allons donc débuter notre audition. Ensuite, nous vous laisserons la parole, Monsieur le Président, le temps qu'il vous sera nécessaire. Et viendra une série de questions-réponses de l'ensemble de nos commissaires, en donnant d'abord la parole à nos 3 commissaires qui sont chargés d'une mission de contrôle que nous venons de lancer au nom de la Commission des affaires économiques sur l'avenir de la filière automobile. Donc vous vous doutez bien que voilà, c'est quand même donc un sujet qui nous préoccupe et qui nous intéresse au premier chef. Je l'ai dit, nous vous remercions très sincèrement d'avoir pris le temps de pouvoir trouver dans votre agenda un créneau pour que vous puissiez participer à nos débats et à notre commission. Notre commission poursuit ainsi son cycle d'audition sur l'industrie automobile. Nous ouvrons le début de leurs travaux. Vous êtes Michelin en 1997, après 10 ans de carrière dans le consulting et la logistique. Vous avez d'abord été directeur commercial poids lourd pour les îles britanniques, puis pour l'Amérique du Nord et du Sud, avant de devenir directeur de la zone Proche et Moyen-Orient. Revenu en Europe en 2006, vous y avez gravi les échelons jusqu'à devenir directeur général des opérations, directeur général exécutif, puis en 2019, président du groupe Michelin. Je souligne que vous êtes seulement la 2e personne à ce poste à n'être pas issu de la famille Michelin, après Jean-Dominique Senard, à qui vous avez succédé. L'entreprise Michelin, que vous dirigez donc depuis près de 6 ans, est le leader mondial de la fabrication des pneumatiques pour les secteurs de l'automobile, des poids lourds et des 2 roues, mais aussi pour l'aviation et pour les engins agricoles. Elle est implantée dans une vingtaine de pays et emploie au total plus de 100 000 personnes. Entreprise plus que centenaire, fleuron de l'industrie française, Michelin est une marque familière aux Français, fameuse pour son célèbre Bibendum, son attachement à son berceau de Clermont-Ferrand, mais aussi et sur poste. Oh, pardon. Ah oui, oui. Je suis dans les millions, dans les milliards du budget, donc excusez-moi, plus d'1 millier de suppressions de postes. Dans ce contexte, mes questions porteront sur 3 sujets. La situation de la filière automobile française et européenne, la situation de l'industrie du général. Tout d'abord, en ce qui concerne Michelin, serait bien entendu présenter l'entreprise et nous exposer votre mois et les années en particulier. Vous avez récemment ralenti votre stratégie de diversification, nous expliquer pourquoi cette stratégie de diversification reste-t-elle cependant valable à moyen et long terme, et par ailleurs, véhicules électriques, quel est l'impact de son développement sur l'industrie des fabricants de pneumatiques. Port remarqué sur la réindustrialisation, diagnostic sur le manque historique d'investissement productif français et sur le poids déterminant des prix de l'énergie. Comment remédier, selon vous, à ces difficultés structurelles? Voici, Monsieur le Président, la question que je souhaitais vous soumettre au début de cette et que les membres de la Commission, avant de vous soumettre, que votre est diffusé en direct sur le site du Sénat. Voilà, Monsieur le Président, c'est avec un grand plaisir. C'est plus de 7. Donc nous avons à peu près 18 000 équivalents temps plein employés en France, dont 9 000 sont dédiés à la production. Nous avons aussi 16%, un peu plus de 16% de fiscaux mondiaux sont en France. Donc vous voyez, 9% de notre chiffre d'affaires et nous sommes
beaucoup plus présent en effectif et beaucoup plus présent en contribution fiscale, ce qui est normal puisque c'est le siège de notre recherche et de développement et le siège de notre... Nous avons investi plus de 2,6 milliards d'euros en France depuis 2014, un peu plus d'1,5 milliard depuis une dizaine d'années, pour moderniser nos outils industriels. Donc c'est un effort constant. J'ai lu à plusieurs endroits donc, que Michelin quittait là. Ce n'est pas du tout le cas. Michelin est en permanence en train d'investir dans des nouvelles activités, mais aussi en train de réadapter ses activités en fonction de l'évolution des marchés, l'évolution des circonstances, etc. Nous avons un budget d'innovation d'environ 1,2 milliard d'euros, dont un tiers pour la recherche et développement en France. Notre vaisseau amiral de la recherche et développement, si vous voulez, en 2023, 900 millions d'euros, c'est-à-dire de la valeur ajoutée. Donc, si on prend la répartition de la valeur, 58% sur la masse salariale, 22% sur les investissements, 8% sur et 7% pour l'actionnaire. Le rendement de l'action pour l'actionnaire, il faut imaginer qu'un actionnaire qui met son argent chez Michelin a le choix dans plusieurs endroits. Il pourrait le mettre dans les... On a juste voulu faire une petite comparaison. Le rendement pour l'actionnaire, c'est 5,2%. Donc le prix du dividende, cours de l'action. Le loyer à Paris, le rendement, c'est 3,5%. Donc quand on prend le risque associé à investir chez Michelin par rapport à investir, vous voyez que la rémunération n'est pas disproportionnée. Il a subi exactement la même chose que nous, sauf que même il subit plus fortement que nous encore la pression. Vous voyez que notre concurrent, qui est le 3e au niveau mondial, c'est Goodyear, américain, c'est la ligne jaune. Donc lui, il a parfaitement décroché. Et vous voyez que les autres concurrents, à l'échelle mondiale, notre concurrent allemand, c'est la ligne orange, nos concurrents... et après, vous avez le rose. Et le rose, c'est la somme des manufacturiers chinois. En 25 ans, il s'est créé 200 manufacturiers de pneus en Chine. D'accord ? Donc vous voyez, nous sommes partis d'une situation dans laquelle les 3 principaux manufacturiers dans le monde détenaient à peu près 60% de la part de marché mondiale. Et aujourd'hui, nous avons perdu à peu près 15 allemands à la somme de nous 3 de part de marché à l'échelle mondiale. C'est un phénomène majeur. Il existe une surcapacité mondiale massive de pneumatiques dans tous les secteurs, mais c'est massif, ce qui crée un certain nombre de difficultés et de challenges. Alors, que je vais vous... Alors, la compétitivité, en plus, en France et en Europe, s'est fortement dégradée au cours des dernières années, depuis 2019. Pour d'autres circonstances liées au Covid, l'Europe, par rapport à l'Asie, production à 134. Donc on était 30% plus cher, l'Asie. Mais c'était gérable, parce que avec de la productivité, on a un contenu innovant plus important en Europe qu'en Asie. On a une valeur ajoutée qu'on arrive à extraire qui est plus forte en Europe qu'en Asie. Et donc c'était gérable. Et on avait des plans pour arriver à gérer cela. Et aux États-Unis, on était 27% plus cher que l'Asie en 2019. Donc 27, on était à 127 pour une base 100 Asie, 127 dans les Amériques et 134 en Europe. C'était une situation qui était gérable. En 2024, donc nous sommes toujours à 100 en Asie, mais aux États-Unis maintenant nous sommes à 176 et en Europe à 191. Donc on est 2 fois plus cher maintenant en Europe qu'en Asie. Et c'est nous contre nous. On comprend très bien ce qui se passe, on voit très bien. Et il y a 2 phénomènes qui se sont produits. Vous avez d'un côté l'énergie qui s'est envolée. Mais en Europe, on était encore exportateur et on est encore net exportateur, mais ça n'est plus tenable. On a une hyper-concurrence, des surcapacités massives avec des... Vous voyez ce qui s'est passé en termes d'évolution de nos... Le sujet, c'est pour maintenir notre outil en Europe, qu'on ait un outil ramassé extrêmement... On parlait des questions d'investissement. Il faut qu'on investisse massivement dans la robotisation, dans la mécanisation, dans la valeur ajoutée, mais on n'a plus d'espace pour pouvoir exporter des produits d'entrée de gamme. Ça, c'est les 2 réalités, et ça a changé en 5 ans. 2019, 2024.
je vais prendre les coûts de l'énergie. Le coût de l'électricité en Europe, en moyenne, est à 132. Lorsqu'en Amérique du Nord, c'est 68 € du mégawattheure. D'accord ? Donc c'est l'électricité. La France a la chance d'avoir une électricité décarbonée, mais son coût est encore à 108 € du mégawattheure, alors qu'en Amérique du Nord, c'est 68. Et l'Espagne, et là ça c'est une particularité de l'Europe, l'Espagne est beaucoup moins chère que la France. Ces propriétés viscoélastiques que vous connaissez. Donc on a démarré il y a 20 ans une technologie pour substituer dans la cuisson des pneumatiques l'énergie gaz et faire des cuissons. Mais si vous faites un pot-au-feu dans une cocotte, dans un grille-pain, c'est pas pareil. Vous obtenez, mais nous, le pneu... Voilà, donc, mais c'est à peu près l'équivalent. Donc nous, à faire du pot-au-feu, maintenant faire cuire des pneus dans des presses électriques, et Michelin est aujourd'hui le seul. Mais en fait, il ne faut pas s'étonner si après, les industries... Parce que derrière, ce n'est pas possible dans un environnement concurrentiel ouvert, mondial, si on imparge de cette nature sur les industriels avec un jeu totalement ouvert, et que vous n'imposez pas de l'autre côté, donc dans l'univers concurrentiel, des règles du jeu équitables. On ne demande pas des règles du jeu uniformes, on ne demande pas... Nous, on aime la compétition, on adore ça, on aime être en concurrence, mais il faut que... si vous jouez au foot, il y a une équipe qui a 11 joueurs, et vous en avez une équipe et qui peut prendre la balle, c'est pas le même jeu, quoi. C'est pas le même problème. D'accord ? Donc les règles du jeu équitables, et ça, l'organe politique, vous jouez un rôle fondamental. Les règles du jeu, ce n'est pas nous qui les établissons. Du jeu, de l'équité des règles du jeu pour avoir un jeu